3 petits garçons de 2 ans n'avaient jamais prononcé un seul mot, jusqu'au jour où ils remarquèrent une vieille dame assise sur le trottoir devant leur maison. Ce qui suivit fit pleurer leur père, pourtant riche et influent, et transforma complètement leur vie. La villa, située dans l'un des quartiers les plus exclusifs de Milan, semblait sortie d'un rêve. Pourtant, à l'intérieur de ces murs, ne régnait qu'un silence douloureux. Marco Ferretti, un homme d'affaires prospère dans le secteur de la technologie, se tenait à la fenêtre de son bureau, observant ses 3 fils jouer dans le jardin. Leonardo, Matteo et Tommaso, des triplés de 2 ans, couraient entre les fleurs éclatantes, riant et s'amusant, mais aucun d'eux n'avait jamais prononcé un seul mot. 2 ans. 2 années entières s'étaient écoulées depuis leur naissance, et pas une seule fois l'un d'eux n'avait dit « papa »,« maman » ou même « non ». Les meilleurs médecins du pays avaient examiné les garçons. Tous étaient arrivés à la même conclusion. Ils n'avaient aucun problème physique, leur audition était parfaite. Ils comprenaient tout ce qu'on leur disait, ils obéissaient mais restaient tout simplement silencieux, par choix. Marco se détourna de la fenêtre et son regard se posa sur la photo posée sur son bureau. Chiara lui souriait derrière la vitre, ses yeux verts pleins de vie, figés dans un moment où tout avait encore un sens. Elle était partie depuis 18 mois. Une maladie soudaine l'avait emportée en quelques semaines, le laissant seul avec 3 bébés qui ne se souviendraient jamais de sa voix. « Ils ont tes yeux », murmura-t-il à la photo, comme il le faisait chaque jour. « Tous les 3. Mais ils ne t'entendront jamais leur chanter une berceuse. Ils ne sauront jamais comment tu riais. » Parfois, la nuit, Marco restait assis dans la chambre des enfants à les regarder dormir, se demandant si leur silence avait un lien avec la perte de leur mère. Comme si leur petit cœur avait compris, dès 6 mois, que la voix la plus précieuse de leur monde avait disparu pour toujours, et qu'ils refusaient désormais d'utiliser la leur. Il s'essuya les yeux rapidement en entendant Teresa approcher. Le personnel avait appris à ne pas parler de Chiara. La blessure était encore trop vive, trop ouverte. « Monsieur Marco », dit doucement la voix de Teresa, la gouvernante qui travaillait pour la famille depuis plus de 10 ans, interrompant ses pensées. Les garçons ont bien mangé à midi. Leonardo a même demandé plus de fruits, à sa manière, en pointant du doigt et en faisant une petite expression avec son visage. Marco sourit, tristement. Les triplés avaient développé leur propre façon de communiquer à travers des gestes et des mimiques qui surprenaient tout le monde autour d'eux. Ils semblaient se comprendre entre eux sans même réfléchir. Ils se comprenaient parfaitement, mais les mots restaient enfermés quelque part au fond d'eux. « Merci, Teresa. Comment vont-ils aujourd'hui ?» Plein d'énergie, comme toujours, mais j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. « Inhabituel, comment ?» demanda Marco. Teresa hésita un instant, comme si elle cherchait les bons mots. Ils sont restés longtemps debout à la fenêtre du salon, à regarder la rue. Quelque chose dehors a vraiment attiré leur attention. Le front de Marco se plissa. La villa se trouvait dans une rue résidentielle paisible, où il se passait rarement quelque chose qui pouvait captiver de si jeunes enfants. « Je vais voir de quoi il s'agit », dit-il en se dirigeant vers le salon. Dès qu'il entra dans la grande pièce aux hautes fenêtres donnant sur la rue, Marco comprit aussitôt ce qui avait attiré l'attention de ses fils. De l'autre côté de la rue, sous un grand arbre ombragé, était assise une vieille femme. Ses cheveux blancs étaient partiellement cachés sous un foulard délavé, et elle portait des vêtements simples, usés par le temps. À côté d'elle reposait un sac en tissu qui semblait contenir toutes ses affaires. « Depuis combien de temps est-elle là ?» demanda Marco à Teresa, qui l'avait suivie dans la pièce. « Elle est apparue hier matin, monsieur. Au début, j'ai cru qu'elle ne faisait que passer, mais elle est restée là toute la journée. Elle a même dormi sous cet arbre. » Marco observa la femme avec plus d'attention. Elle ne mendiait pas, ne dérangeait personne. Elle était simplement assise là, paisiblement, observant la rue avec une expression sereine qui attirait naturellement le regard.
Et les garçons s'y sont intéressés? Beaucoup, je ne les ai jamais vus aussi concentrés. Ils sont restés devant la fenêtre sans bouger, en pointant du doigt et en gesticulant, comme s'ils essayèrent de dire quelque chose. À ce moment-là, des petits pas rapides résonnèrent dans toute la maison. Les 3 garçons accoururent dans le salon, encore vêtus de leurs pyjamas, après leur sieste de l'après-midi. Leonardo, le plus audacieux des 3, courut directement à la fenêtre et se mit à pointer avec enthousiasme vers la rue. Matteo et Tommaso le rejoignirent et en quelques secondes, les 3 étaient collés à la vitre, fixant la vieille dame avec une intensité que Marco n'avait jamais vue auparavant. « Regardez-moi ça », murmura-t-il à Teresa. « On dirait qu'ils la reconnaissent. » « J'ai pensé la même chose, monsieur. Leur réaction est vraiment inhabituelle, mais dans le bon sens. » Puis, comme si elle avait senti leur regard posé sur elle, la vieille dame leva la tête et aperçut les 3 petits visages derrière la fenêtre. Un sourire chaleureux éclaira son visage ridé et elle leva doucement la main pour leur faire un signe. Les triplés réagirent aussitôt, de manière totalement inattendue. Leonardo applaudit, Matteo se mit à sautiller d'excitation et Tommaso courut vers la porte du salon comme s'il voulait sortir pour aller à sa rencontre. Marco resta figé, stupéfait. En 2 ans, jamais ses fils n'avaient montré un tel enthousiasme envers un inconnu. « Je n'arrive pas à y croire », murmura-t-il. « Monsieur Marco », dit la voix inquiète de Sarah, la nourrice principale des garçons, en entrant dans la pièce. « J'ai essayé de les emmener pour le bain, mais ils refusent catégoriquement de quitter la fenêtre. »« Laissez-les regarder encore un peu », répondit Marco, complètement absorbé par la scène qui se déroulait sous ses yeux. La vieille dame s'était levée de sa place et avait fait quelques pas en direction de la villa. Elle s'était arrêtée bien avant le portail, gardant une distance respectueuse, mais elle avait à nouveau levé la main pour saluer les enfants. Ces derniers réagirent avec un immense enthousiasme et Marco était presque certain d'avoir vu les lèvres de Tommaso bouger, comme s'il essayait de former un mot. « Vous avez vu ça ?» demanda-t-il au personnel. « Je crois que Tommaso a tenté de dire quelque chose. » Teresa et Sarah s'approchèrent de la vitre, observant chaque détail avec attention. La vieille dame restait immobile sur le trottoir, arborant un sourire doux. Il y avait dans son regard quelque chose d'extraordinaire, une tendresse authentique qui semblait toucher l'âme des enfants. « Monsieur » dit Sarah avec hésitation. « Peut-être devrais-je aller lui parler. On ne sait rien d'elle, ni de son passé. » « Attendez, dit Marco en la retenant. Un instinct profond lui soufflait de laisser la scène suivre son cours naturel. Elle ne dérange personne, et regardez comment les garçons se comportent. Il n'y avait aucun doute. Leonardo, Matteo et Tommaso semblaient plus éveillés qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. Ils gesticulaient avec enthousiasme, souriaient de toutes leurs dents, et semblaient résolus à interagir avec la femme malgré la vitre entre eux. Puis la femme fit quelque chose d'inattendu. Elle posa une main sur son cœur et tendit l'autre vers les garçons comme pour leur transmettre de l'amour à distance. Ce qui se passa ensuite releva du miracle. Chacun des 3 enfants posa à son tour sa petite main sur son cœur, imitant son geste avec une précision parfaite. « Je n'en crois pas mes yeux, » murmura Teresa. « C'est le moment le plus émouvant que j'ai jamais vu. » Le cœur de Marco battait à tout rompre. Il se passait là quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Et pourtant, cela ressemblait exactement à ce que ses fils attendaient depuis toujours. Pendant 24 longs mois, il avait tout essayé pour les encourager à parler. Orthophonistes, programmes innovants, jouets spécialisés pour développer le langage, rien n'avait fonctionné. Et voilà qu'une parfaite inconnue dans la rue éveillait une réponse chez ces enfants qu'aucun expert n'avait jamais su provoquer. « Mais qui est donc cette femme ?» murmura-t-il pour lui-même. « Je l'ignore, monsieur, mais les garçons semblent s'être liés à elle instantanément, » commenta Sarah. La vieille dame resta encore quelques minutes, échangeant des gestes d'affection avec les enfants.
Puis, comme si elle savait qu'elle ne devait pas trop s'attarder, elle leur fit un dernier signe de la main avant de retourner à sa place sous l'arbre. Les triplés refusèrent de quitter la fenêtre, restant là comme s'ils croyaient qu'elle allait revenir d'un instant à l'autre. Rien de tel ne s'était jamais produit auparavant, dit Marco, encore incapable de comprendre ce qu'il avait vu. On dirait qu'ils la connaissent depuis toujours. Plus tard dans la soirée, Marco ne parvenait pas à penser à autre chose. Une fois le dîner terminé et les garçons couchés, il retourna à la fenêtre du salon. La vieille dame n'était pas partie. Elle était allongée sous l'arbre, son corps maigre couvert d'une vieille couverture qui ne protégeait presque pas du froid. Ce que Marco ne voyait pas depuis sa fenêtre, c'était la larme qui coulait sur la joue ridée de la vieille femme. Speranza était allongée sur le sol glacé, ses os endoloris, l'estomac vide pour la deuxième journée consécutive. Elle n'avait rien mangé depuis qu'elle avait trouvé un quignon de pain derrière une boulangerie 2 matins plus tôt. « Peut-être que demain je partirai », murmura-t-elle pour elle-même, comme elle le faisait chaque soir depuis 3 ans. Mais quelque chose la retenait ici. Quelque chose dans ces 3 petits visages à la fenêtre qui la regardaient comme s'ils reconnaissaient son âme. Elle avait souvent pensé à tout abandonner, se tenir sur un pont, traverser une rue sans regarder. Quel était le sens de continuer quand tout ce qu'elle avait construit, toutes les personnes qu'elle avait aimées, lui avaient été arrachées? Elle avait consacré 40 ans de sa vie à aider des enfants à trouver leur voie. Et maintenant, elle ne pouvait même plus s'offrir une voie à elle. Personne n'écoute une femme sans abri. Mais ce soir, quelque chose était différent. Ces 3 petits garçons avaient posé la main sur leur cœur, imitant son geste. Et pour la première fois depuis 3 ans, Speranza sentit que peut-être Dieu ne l'avait pas complètement oublié. Peut-être qu'il lui restait encore une dernière mission, derrière ce grand portail, dans cette belle villa. Elle resserra la fine couverture sur ses épaules et leva les yeux vers les étoiles. « Si tu m'entends, pria-t-elle en silence, laisse-moi les aider. Laisse-moi faire une dernière bonne chose avant de partir. » Une part de lui se sentait poussée à sortir pour aller lui parler, découvrir son histoire et comprendre sa situation. Mais une voix plus prudente en lui soufflait d'attendre et d'observer. Si cette femme avait réellement éveillé quelque chose chez ses fils, il devait d'abord comprendre pleinement ce qui se passait avant de prendre une décision. Au matin, les triplés s'étaient réveillés plus tôt que d'habitude, courant directement jusqu'à la fenêtre du salon. La nuit précédente, après que tout le monde se fût endormi, Marco avait fait ce qu'il faisait toujours. Il s'était glissé dans la chambre des garçons et s'était assis par terre, entre leurs 3 petits lits, écoutant leur respiration. « Je ne sais pas si vous pouvez me comprendre », murmura-t-il dans l'obscurité. « Votre mère disait toujours que les enfants comprennent tout, même quand ils ne peuvent pas répondre. Alors, je vais choisir de la croire. » Il tendit la main et caressa doucement les cheveux de Leonardo, la joue de Matteo, puis la petite main de Tommaso. « Je suis désolé de ne pas savoir comment réparer ça. J'ai tout essayé. J'ai dépensé plus d'argent que je ne peux le dire. J'ai supplié des médecins, des spécialistes, tous ceux qui voulaient le bien écouter, mais rien ne fonctionne. » Sa voix se brisa, et j'ai l'impression de vous décevoir, de la décevoir, elle. Il leva les yeux vers le plafond, imaginant Chiara quelque part au-delà. « Toi, tu saurais quoi faire, » dit-il doucement. « Tu savais toujours. Tu avais cette façon de les comprendre sans avoir besoin de mots. C'est peut-être pour ça qu'ils ne parlent pas, parce que la seule personne qui les comprenait vraiment est partie. » Leonardo bougea dans son sommeil et émit un petit son. Marco se figea, espérant, priant que ce soit un mot. Mais le garçon se retourna simplement et continua de dormir. Marco resta là jusqu'à l'aube, veillant sur ses fils, se sentant totalement impuissant, mais rempli d'un amour infini. La femme était déjà assise à sa place habituelle, et dès qu'elle aperçut les garçons, elle les salua d'un sourire et d'un geste de la main, comme s'il s'agissait de vieux amis qui se retrouvaient. « Elle n'a pas bougé de là », constata Teresa en posant le petit déjeuner des garçons. « Et ils ont l'air encore plus excités qu'hier », remarqua Sarah.
Marco observa ses fils avec plus d'attention que jamais. Il y avait un changement évident en eux ce matin-là, une vitalité nouvelle, une énergie rayonnante. Leonardo s'efforçait de vocaliser quelque chose, ses lèvres formant des formes silencieuses. Matteo tapotait doucement la vitre, désespéré d'attirer l'attention de la vieille dame. Et Tommaso, ce que fit Tommaso, figea Marco sur place. Le petit garçon murmurait. Le son était faible, presque imperceptible, mais ses lèvres bougeaient avec une réelle intention, s'appliquant à former de vrais mots. « Venez vite !» appela Marco, la voix empreinte d'urgence. Tout le personnel accourut et fut témoin de la même scène. Tommaso, toujours le plus timide des trois frères, faisait sans aucun doute un effort pour parler. Les mots eux-mêmes restaient inaudibles, mais la transformation était évidente. « Nous assistons à un véritable miracle », dit Sarah doucement, la voix chargée d'émotion. Marco cligna des yeux pour retenir les larmes qui menacèrent de couler. Après 2 années entières sans un seul mot prononcé, ses fils montraient enfin des signes qu'ils pourraient parler un jour. Et ce changement extraordinaire avait commencé dès l'instant où cette femme mystérieuse était apparue dans leur vie. Qui était-elle exactement? Qu'est-ce qui l'avait conduite ici? Et qu'avait-elle de si particulier pour toucher ses fils d'une manière aussi profonde? Une chose était certaine pour lui, cette femme n'était pas apparue par hasard. On aurait dit que le destin lui-même l'avait guidée jusqu'à cet endroit précis, à ce moment exact, pour l'aider à retrouver les voies qu'il attendait depuis si longtemps. 7 jours s'étaient écoulés, et la vie quotidienne dans la maison Ferretti avait été complètement bouleversée. Sans exception, chaque matin, la mystérieuse femme occupait la même place sous l'arbre majestueux, comme si cet endroit lui avait été désigné par l'univers. Et sans faute, Leonardo, Matteo et Tommaso couraient jusqu'à la fenêtre du salon dès qu'ils ouvraient les yeux, impatients d'apercevoir leur nouvel ami. « Monsieur Marco », dit Teresa en entrant dans son bureau avec un air préoccupé. « Il faut que je vous parle des garçons. » Marco leva les yeux des documents étalés sur son bureau. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il. « Il s'agit de la femme dehors », expliqua Teresa. « Les garçons se comportent différemment. » « Différemment comment? Est-ce qu'ils vont bien? »« Ils vont mieux que bien, monsieur, et c'est justement cela qui est si étonnant. » Teresa s'assit sur la chaise en face de lui. « Hier, Leonardo m'a pris la main et m'a conduite jusqu'à la fenêtre. Il n'arrêtait pas de pointer la femme et de faire des gestes que je n'avais jamais vus. C'était comme s'il essayait désespérément de me transmettre quelque chose d'important. » Marco sentit son cœur battre plus vite. Depuis 2 ans, ses fils n'avaient jamais cherché à exprimer quoi que ce soit à quelqu'un d'extérieur à leur petit monde. Ils vivaient dans un univers à part, n'échangeant qu'entre eux. « Il y a autre chose », poursuivit Teresa. « Hier après-midi, j'ai vu Matteo se pencher vers l'oreille de Tommaso et lui chuchoter quelque chose. Le son était trop faible pour que je l'entende, mais j'ai vu clairement ses lèvres former des mots. Vous en êtes certaine? » « Absolument, et Tommaso a répondu en chuchotant de la même manière. » Marco se leva d'un bond. Cette évolution était capitale. Ses fils ne tentèrent pas seulement de parler, ils communiquaient réellement entre eux. Cela n'était jamais arrivé auparavant. « Où sont-ils en ce moment ?»« Dans le salon, devant la fenêtre, comme chaque jour. » Marco se précipita vers le salon et retrouva la scène devenue si familière. Les 3 petits garçons étaient collés à la fenêtre, observant la vieille femme avec fascination. Mais cette fois, il sentit quelque chose de différent. Une énergie particulière flottait dans l'air, perceptible même à distance. La femme, dont l'identité restait inconnue de Marco, était assise à sa place habituelle. Mais aujourd'hui, elle tenait quelque chose dans ses mains. Cela ressemblait à un morceau de carton, avec un dessin ou une inscription. Dès qu'elle vit les garçons à la fenêtre, son visage s'éclaira d'un sourire et elle leva le carton bien haut pour qu'ils puissent le voir. « Ce n'est pas possible », souffla Marco, observant la réaction des triplés.
Leonardo se mit à applaudir avec frénésie. Matteo sautillait, comme s'il venait de recevoir la plus belle surprise de sa vie. Et Tommaso, ce que fit Tommaso coupa littéralement le souffle de Marco. Le garçon posa sa petite main à plat contre la vitre et entr'ouvrit les lèvres, visiblement concentré pour faire sortir des mots. « Qu'est-ce qu'il y a sur ce carton ?» demanda Marco à voix haute. Sarah, qui essayait de servir le goûter aux enfants, s'approcha pour les rejoindre. « Monsieur Marco, ils ne veulent rien manger. Toute leur attention est fixée sur la fenêtre. »« Alors laissons-les faire, » répondit-il, complètement captivé par ce qui se déroulait. « Ce qui se passe là est bien plus important que n'importe quel goûter. » À cet instant précis, la vieille femme se leva de son banc et fit quelques pas en direction de la maison. Elle resta en dehors de la propriété, veillant à ne pas franchir les limites. Mais elle s'approcha plus qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Les garçons étaient submergés de bonheur. Et puis, l'inattendu se produisit. Tommaso s'élança hors du salon. « Tommaso !» cria Sarah en courant derrière lui. « Où crois-tu aller comme ça ?» Marco et Teresa suivirent Sarah qui traversait les couloirs de la villa en courant. Tommaso, avançant avec la détermination d'un petit garçon de 2 ans en mission, se dirigeait droit vers l'entrée principale. Leonardo et Matteo couraient derrière leur frère, comme s'ils comprenaient parfaitement ce qu'il avait l'intention de faire. « Ils veulent sortir !» réalisa Marco avec stupeur. « Ils veulent aller rencontrer cette femme en personne. » Sarah réussit à attraper Tommaso quelques secondes avant qu'il n'atteigne la porte. Mais la réaction du petit garçon fut bouleversante. Il éclata en sanglots comme il n'en avait jamais entendu auparavant. Ce n'était ni un caprice, ni le gémissement d'un enfant fatigué. C'était un cri de détresse, le genre de cri qu'on pousse quand on est empêché d'accomplir quelque chose de profondément important. Leonardo et Matteo se mirent à pleurer à leur tour, bouleversés par la détresse de leur frère. En quelques instants, toute la villa résonna des pleurs si profonds qu'ils pouvaient briser le cœur le plus dur. « Monsieur Marco, » dit Sarah, visiblement désemparée, « je ne les ai jamais entendus pleurer comme ça. Que suis-je censé faire ?» Marco regarda ses fils et sentit une douleur lui serrer la poitrine. Ce n'était pas un simple caprice. Ces enfants vivaient une véritable souffrance. C'était comme si on leur avait arraché quelque chose de précieux. « Relâchez Tommaso, » dit-il doucement. « Pardon ? Laissez-le aller vers elle. » « Mais monsieur, il n'a que 2 ans. Et cette femme est une âme douce qui accomplit des miracles avec mes fils, » coupa Marco d'un ton ferme. « En 7 jours, ils ont fait des progrès que je n'aurais jamais cru possibles. » Sarah hésita un instant, puis obéit. Aussitôt relâché, Tommaso cessa instantanément de pleurer et se précipita vers la porte. Marco le suivit de près, curieux de voir jusqu'où cette volonté allait le mener. Le petit garçon atteignit la porte d'entrée et se mit sur la pointe des pieds, tentant d'attraper la poignée. En réalisant qu'il était trop petit, il se retourna vers son père et fit quelque chose qui laissa Marco sans voix. Il leva ses petits bras vers lui et bougea les lèvres, formant clairement un mot. « Papa !» Aucun son ne sortit, mais Marco lut parfaitement ce mot sur les lèvres de son fils. C'était la toute première fois en 2 ans que le garçon tentait de l'appeler « Papa ». « Tu veux que je t'ouvre cette porte ?» demanda Marco, la voix tremblante d'émotion. Tommaso acquiesça vigoureusement. Leonardo et Matteo accoururent à leur tour, tendant eux aussi leurs petits bras vers le haut et articulant silencieusement « Papa » sans qu'aucun son ne sorte de leurs lèvres. Les larmes coulaient librement sur les joues de Marco. Ses fils essayaient pour la première fois de communiquer avec lui par la parole. Et la clé de ce miracle, c'était cette femme énigmatique qui les attendait sur le trottoir. « Très bien », déclara-t-il en ouvrant la porte d'entrée. « Allons nous présenter à cette femme remarquable. » Les 3 garçons traversèrent le jardin en courant, Marco sur leurs talons, suivis de près par Teresa et Sarah. En arrivant au portail, les triplés s'arrêtèrent net et fixèrent la vieille femme, comme s'ils voyaient une apparition céleste. Elle avait rangé le carton et affichait un sourire si chaleureux qu'il aurait pu remplir une âme vide.
Ses yeux brillaient d'une lueur unique alors qu'elle observait les enfants de près. « Bonjour, dit Marco en ouvrant le portail. Je suis leur père, Marco Ferretti. »« Bonjour, répondit la femme d'une voix douce comme du velours. Vous avez de merveilleux petits garçons. Appelez-moi simplement Signora Speranza. » Speranza, ce nom lui allait à merveille. « Signora Speranza, puis-je vous poser une question? Vous êtes là depuis une semaine. Mes fils sont complètement captivés par vous. Je ne les ai jamais vus réagir ainsi envers qui que ce soit. » Les yeux de Speranza se remplirent de larmes. « Ces enfants sont extraordinaires, » répondit-elle tendrement. « Je sens qu'ils portent en eux quelque chose de précieux que le monde a besoin d'entendre. » Tommaso s'approcha de Speranza avec une confiance absolue, sans la moindre hésitation. La vieille dame se pencha pour se mettre à sa hauteur et lui tendit la main. Tommaso la saisit immédiatement, sans réfléchir. Et puis quelque chose de véritablement merveilleux se produisit. Il entr'ouvrit les lèvres et murmura, si faiblement que c'était presque imperceptible. « Mamie ». Un silence total s'abattit sur tous les présents. Marco en oublia de respirer. Sarah porta ses deux mains à sa bouche. Teresa éclata en sanglots. Tommaso avait parlé. Pour la toute première fois de sa vie, il avait prononcé un vrai mot. Et il avait choisi d'appeler cette femme inconnue « Mamie ». Il a vraiment parlé, balbutia Marco, complètement bouleversé. Speranza sourit malgré les larmes qui coulaient sur ses joues marquées par le temps et caressa tendrement le visage de Tommaso. « Bonjour, petit trésor », murmura-t-elle doucement. « Quel bonheur d'entendre enfin ta douce voix. » Leonardo et Matteo s'approchèrent à leur tour, chacun saisissant une main de Speranza. Et puis, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, les deux garçons murmurèrent en même temps « Mamie !» Marco s'effondra intérieurement. En l'espace de quelques minutes, ses trois fils avaient prononcé leur tout premier mot. Et de manière incroyable, chacun d'eux avait choisi le même mot. « Mamie ». « Comment est-ce possible ?» demanda-t-il à Speranza, à peine capable de parler tant il était submergé par l'émotion. « Certains liens, répondit-elle avec tendresse, n'ont pas besoin d'être expliqués. Ils existent, tout simplement. » À ce moment-là, une voix sèche brisa l'instant. « Marco, que se passe-t-il exactement ici ?» Tous levèrent les yeux pour voir Patrizia Colombo, la voisine, s'approcher du portail, le visage fermé de désapprobation. « Patrizia, dit Marco en essayant de garder son calme, comment allez-vous ?»« Comment je vais ? Marco, cette femme campe dans notre rue depuis 7 jours. C'est complètement inacceptable. »« Signora Patrizia, commença Marco, elle n'a dérangé personne. »« Dérangé personne ? Marco, nous vivons dans un quartier de standing. Une personne qui dort dehors ici, c'est tout simplement inenvisageable. Que vont dire les autres résidents ?» Speranza se releva doucement, tout en gardant les mains des garçons dans les siennes. « Veuillez m'excuser si ma présence ici a causé le moindre souci, » déclara-t-elle avec une dignité calme. « Je partirai volontiers si tel est votre souhait. »« Non !» Ce mot échappa à Marco avec une intensité qui le surprit lui-même. « Vous resterez ici. »« Marco ?» Patrizia semblait profondément choquée. « Vous avez perdu la tête ?»« Pas du tout, Patrizia, mais mes fils viennent de prononcer leur tout premier mot. Et c'est grâce à Madame Speranza. »« Ils ont parlé, mais de quoi parlez-vous ?» Exactement ce que je viens de dire. 24 mois de silence absolu. Et aujourd'hui, ils ont enfin prononcé un mot. Patrizia tourna les yeux vers les triplés qui s'accrochaient à Speranza comme si elle était le centre de leur monde. « Ce n'est pas possible. » Elle peinait à trouver ses mots. « Pas possible ?» « Et pourtant, c'est arrivé, » affirma Marco avec conviction. « Tant que Madame Speranza aidera mes fils à avancer, elle sera toujours la bienvenue ici. »« Marco, vous ne pouvez tout de même pas permettre à une personne sans domicile de rester dans notre rue. » L'expression « personne sans domicile » transperça l'air comme une lame.
Marco vit Speranza baisser la tête, visiblement blessée, tandis que les triplés se serraient encore plus fort contre elle, comme pour former une barrière protectrice. « Patricia », dit-il avec un calme qu'il ne se connaissait pas. « Cette femme a un nom. Elle s'appelle Speranza, et elle ne vit pas dans la rue. Elle est ici en tant qu'invitée. » « Invitée de qui, au juste ?» Marco tourna les yeux vers ses fils, dont le regard était rempli d'attente. Il regarda Speranza, dont émanait une douceur qu'il n'avait que rarement connue. Et à cet instant, il prit une décision qui allait tout changer. « Elle est l'invitée de ma famille, » déclara-t-il. « Et si elle le souhaite, elle pourra rester ici aussi longtemps qu'elle le désirera. » Le sourire qui illumina le visage de Speranza ressemblait à l'aube se levant après une nuit sans fin. Les triplés se mirent à applaudir, et pour la seconde fois de la journée, ils murmurèrent à l'unisson. « Mamie !» Patricia resta figée, incapable de répondre. Elle fit brusquement demi-tour et s'éloigna, furieuse. Marco regarda Speranza, comprenant que son existence venait d'être à jamais transformée. Il ignorait toujours qui elle était vraiment, d'où elle venait, ou pourquoi ses fils étaient attachés à elle avec autant d'intensité. Mais une chose, il la savait avec une certitude absolue. Après 24 mois de silence total, il avait enfin trouvé la clé capable d'ouvrir le cœur de ses fils au monde extérieur. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Speranza avait été accueillie dans la maison des Ferretti, et le changement chez les triplés ne pouvait être qualifié que d'extraordinaire. La villa, autrefois enveloppée de silence, résonnait désormais de rires, de chuchotements et de courageuses tentatives de parole qui réchauffaient même les cœurs les plus froids. Marco avait aménagé une chambre confortable pour Speranza dans les quartiers du personnel, mais elle préférait passer la majorité de son temps dans le salon principal, assise sur le tapis avec les garçons. Cet espace était devenu le théâtre de petits miracles quotidiens. « Papa, viens voir !» La douce voix de Leonardo résonna dans la villa ce matin lumineux. Marco abandonna aussitôt ce qu'il faisait dans son bureau et se précipita au salon. C'était le 5e mot que Leonardo avait réussi à prononcer depuis l'arrivée de Speranza, et chacun d'eux était célébré comme une grande victoire. « Qu'as-tu là, mon trésor ?» demanda-t-il en s'accroupissant près de son fils. Leonardo montra un morceau de carton que Speranza tenait dans ses mains. C'était le même carton qui avait éveillé tant de curiosité quelques semaines plus tôt, mais cette fois, Marco put enfin discerner ce qui y avait été dessiné. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Sur le carton, colorié avec des crayons vifs, étaient représentés 3 petits garçons se tenant la main. 3 enfants aux cheveux ondulés, vêtus de tenues assorties, souriant avec une expression angélique. La ressemblance avec Leonardo, Matteo et Tommaso était frappante. Plus que frappante, elle semblait irréelle. « Speranza » commença Marco, la voix tremblante. « Quand avez-vous fait ce dessin ?» Les yeux de la vieille femme brillaient d'un mélange de tendresse et de nostalgie. « Il y a bien des années, mon cher, il y a très très longtemps. » « Mais comment ? Comment avez-vous pu savoir à quoi ressembleraient mes fils avant même de les avoir rencontrés ?» Speranza échangea un regard profond avec les triplés, qui étaient regroupés autour d'elle comme 3 petites âmes enchantées. Matteo s'amusait avec un petit ours en peluche que Speranza avait tiré de ses maigres affaires, tandis que Tommaso feuilletait un vieux livre d'enfant abîmé par le temps. Parfois, dit-elle à voix basse, il nous arrive de croiser des personnes bien avant de les rencontrer vraiment. Le cœur a cette faculté de reconnaître ce qui lui est déjà familier. Marco sentit un frisson parcourir son dos. Il y avait dans ces mots quelque chose qui échappait à toute logique, et pourtant cela éveillait en lui une curiosité intense. « Mamie !» murmura Tommaso en s'approchant de Speranza, le livre serré dans ses petites mains. « Histoire. »« Bien sûr, mon trésor !» répondit Speranza en l'installant sur ses genoux. « Laquelle veux-tu entendre aujourd'hui ?»« Celle du chevalier courageux !» s'écria Leonardo, dont la parole s'améliorait de jour en jour.
Moi aussi, je veux celle-là, ajouta Matteo, accourant pour se blottir sur les genoux de Speranza aux côtés de ses frères. Marco observa la scène devant lui, le cœur débordant d'émotion. En à peine quelques semaines, ses fils étaient passés du mutisme total à formuler des demandes, montrer de l'affection et communiquer d'une manière que les spécialistes pensaient autrefois impossible. À ce moment-là, la sonnette retentit. Teresa entra dans la pièce, l'air préoccupé. « Monsieur Marco, plusieurs personnes sont arrivées à l'entrée et demandent à vous parler. Ils disent être des voisins. » L'atmosphère dans la pièce changea immédiatement. Marco s'attendait à cette confrontation. Speranza était désormais une présence constante dans la maison, et cela dérangeait visiblement certains habitants du quartier. « Combien sont-ils » demanda-t-il. « Environ 5 ou 6, répondit Teresa. « Signora Patrizia est parmi eux. » Speranza se leva lentement de son siège, installant soigneusement les garçons sur le canapé. « Peut-être vaudrait-il mieux que je parte pour aujourd'hui, » dit-elle d'une voix douce. « Non !» crièrent les 3 garçons en même temps, s'accrochant à elle avec détresse. C'était la toute première fois qu'ils exprimaient une opposition aussi claire et affirmée. Marco fut surpris par la détermination perceptible dans leur voix. « Restez ici !» dit-il à Speranza et aux garçons. « Je vais m'occuper de la situation. » Marco se rendit à la porte d'entrée et découvrit un petit groupe de voisins qui l'attendaient. Patrizia Colombo se tenait à l'avant, accompagnée de Roberto Marini, Giulia Fontana, Antonio Benedetti et Lucia Greco, tous des résidents du quartier que Marco connaissait à peine. « Marco, déclara Patrizia sans détour, nous devons parler, c'est une affaire sérieuse. » « De quoi s'agit-il exactement ? De ce qui se passe à l'intérieur de ta maison ?» intervint Roberto. « Marco, tout le monde sait que tu es un homme respectable, mais là, ça va trop loin. »« Trop loin en quoi ?»« Marco, dit Giulia d'un ton condescendant, tu as accueilli chez toi quelqu'un qui vivait dans la rue. Cela envoie un message extrêmement négatif à toute la communauté. » « Quel genre de message ? » « Que n'importe qui peut débarquer à notre porte et être logé, » ajouta Antonio. « Bientôt, nous serons envahis par des gens désespérés en quête d'un toit. » Marco sentait la colère monter, mais il garda son calme. « La personne dont vous parlez est une femme âgée qui est en train de transformer la vie de mes fils. »« Les transformer comment ?» demanda Lucia, visiblement sceptique. « Marco, tu penses vraiment qu'une personne sans domicile fixe peut apporter plus à tes enfants qui ont des besoins particuliers que les meilleurs professionnels de santé ?» « Mes fils ont commencé à parler, » répondit Marco simplement. Un silence stupéfait s'abattit sur le groupe. « Comment ça, ils ont commencé à parler ?» demanda Patrizia, incrédule. « Exactement ce que je viens de dire. En seulement 2 semaines sous les soins de Madame Speranza, ils ont fait plus de progrès qu'en 2 années complètes d'intervention spécialisée. »« C'est impossible, » murmura Roberto en secouant la tête, refusant d'y croire. À cet instant précis, comme si l'univers voulait les contredire, la voix joyeuse de Leonardo s'éleva depuis l'intérieur de la villa. « Papa, mamie a un dessin à te montrer !» Tous les voisins restèrent bouche bée, stupéfaits. La voix du jeune garçon était parfaitement claire, bien articulée et débordante de joie. « Cette voix, c'est celle de mon fils Leonardo », annonça Marco avec fierté. Il y a tout juste 3 semaines, il était incapable de prononcer un seul mot. « Mais comment est-ce possible ?» balbutia Giulia. « Je ne peux pas expliquer comment. Je sais seulement que c'est arrivé. Et tant que ces progrès se poursuivront, Madame Speranza aura toujours sa place dans notre foyer. » Marco s'apprêtait à congédier le groupe quand des pas précipités retentirent derrière lui. C'était Sarah qui sortait de la villa avec une expression d'alarme. « Monsieur Marco, on a besoin de vous tout de suite. Speranza, quelque chose ne va pas. » « Que voulez-vous dire ?» Elle pleure et parle de façon confuse. Les garçons sont très inquiets. «
Marco s'excusa rapidement auprès des voisins et se précipita à l'intérieur. Il trouva Speranza assise sur le canapé, les larmes coulant sur ses joues, tandis que les triplés tentaient de la réconforter de leurs petites mains. « Speranza, que vous arrive-t-il » Elle leva la tête, les yeux rouges et gonflés, et s'essuya le visage avec sa manche. « Marco, il y a quelque chose que je dois te confesser, quelque chose que j'aurais dû te révéler dès le premier jour. » Le cœur de Marco se mit à battre plus fort dans sa poitrine. « Dis-moi ce que c'est !» Speranza inspira profondément, comme pour rassembler la force nécessaire à dire quelque chose de terriblement difficile. « Mon nom complet est Speranza Maria Conti. Pendant plus de 40 ans, j'ai travaillé comme éducatrice, spécialisée dans l'accompagnement des enfants, confrontés à des troubles du développement. »« Vous étiez enseignante ?» ?»« En effet, j'ai étudié l'éducation spécialisée et j'ai consacré toute ma vie à aider des enfants comme les tiens, des enfants qui avaient du mal à communiquer et à s'exprimer. » Marco s'assit sur le coussin à côté d'elle, peinant à assimiler cette révélation. « Pourquoi m'avoir caché cela jusqu'à maintenant ?»« Parce que j'ai tout perdu, » répondit-elle, la voix brisée par l'émotion. « Mon école, ma maison, mes proches, plus personne n'accorde sa confiance à une enseignante qui a fini sans toi. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» Speranza jeta un regard au triplé qui suivait l'échange avec une gravité inhabituelle pour des enfants si jeunes. « Il y a 3 ans, je dirigeais un établissement spécialisé pour enfants ayant des besoins particuliers. Nous avons vu des transformations extraordinaires. Des petits que tout le monde avait abandonnés s'épanouissaient sous notre accompagnement. Et ensuite, un drame. Un incendie a ravagé le bâtiment à cause d'un problème électrique. Heureusement, personne n'a été blessé, mais tout a été détruit. L'assurance n'a pas couvert l'intégralité des dégâts. Les familles ont porté plainte contre moi et j'ai épuisé toutes mes ressources pour tenter de régler les dettes. » Marco sentit une lourdeur s'installer dans sa poitrine. « Speranza, mon cœur se serre pour vous. Mais le plus terrible, ce n'était ni la ruine financière, ni la perte de mon logement, » poursuivit-elle, tandis que de nouvelles larmes coulaient sur ses joues marquées. Le vrai drame, c'était la perte de ma réputation. Plus personne ne voulait me confier son enfant. Je me suis retrouvé sans emploi, sans personne pour me défendre, sans rien du tout. Leonardo s'approcha de Speranza et posa doucement sa petite main sur sa joue. « Ne pleure plus, mamie, » dit-il de sa voix tendre d'enfant. « Tu es merveilleuse. » La pureté et la sincérité de ces mots touchèrent profondément tous ceux qui étaient présents. Speranza esquissa un sourire malgré ses larmes et embrassa la petite main du garçon. « Que Dieu te bénisse, mon ange. Tu as redonné vie à l'espoir que je croyais perdu à jamais. »« Speranza !» dit Marco avec douceur. « Maintenant je comprends comment tu savais si bien aider mes fils. » Exactement. Les signes étaient immédiatement reconnaissables pour moi. Mutisme sélectif associé à un retard d'acquisition du langage. C'est une condition que j'ai rencontrée d'innombrables fois dans ma carrière. Mais ce dessin, comment as-tu pu représenter 3 garçons qui ressemblent exactement à mes fils ? Speranza hésita un instant, comme si elle luttait intérieurement contre l'idée de révéler quelque chose d'encore plus profond. « Marco, » commença-t-elle doucement, « puis-je te demander, comment s'appelait ta femme ?» La question prit Marco complètement au dépourvu. Chiara Medici Ferretti, pourquoi cette question ? Les yeux de Speranza se remplirent de larmes à nouveau. Mais cette fois, c'étaient des larmes d'une émotion profonde, non de tristesse. Chiara Medici ? Répéta-t-elle comme un nom sacré. Boucles châtain, yeux émeraude, un sourire rayonnant qui illuminait chaque pièce où elle entrait. Marco eut l'impression que le sol se dérobait sous lui. « Quoi ? Comment peux-tu connaître Chiara ?» La pièce se mit à tourner. Ses jambes cédèrent et il s'effondra sur le canapé, le visage pâle comme la mort. « Quoi ?» Le mot sortit comme un souffle. « Qu'as-tu dit ?»« Chiara était mon élève, » répéta doucement Speranza, consciente du choc qui l'envahissait.
Les mains de Marco se mirent à trembler. Des images affluèrent dans son esprit. Chiara le jour de leur mariage, Chiara tenant les bébés pour la première fois, Chiara dans ce lit d'hôpital durant ces derniers jours terribles, serrant sa main et lui murmurant « Prends soin de nos garçons, promets-le-moi. » Elle ne m'a jamais... Il n'arriva pas à finir sa phrase. Les larmes coulaient librement sur son visage et il se moquait bien de qui les voyait. Elle ne m'en a jamais parlé. En 10 ans de mariage, pas une seule fois elle n'a mentionné... Beaucoup d'enfants qui surmontent le mutisme sélectif préfèrent ne plus en parler ensuite, expliqua doucement Speranza. C'est un chapitre qu'il referme. Mais Chiara n'a jamais oublié. Elle m'a écrit. La lettre, murmura Marco comprenant soudain, la lettre que vous avez gardée. Speranza acquiesça. Elle a écrit... Un jour, si j'ai des enfants, j'espère qu'ils auront la chance de rencontrer quelqu'un comme vous. Marco, elle lui prit la main qui tremblait. Tu ne vois pas? Chiara ne s'est pas contentée de souhaiter cela. D'une manière ou d'une autre, elle l'a rendu possible. C'est elle qui m'a guidé ici, dans cette rue, sous cet arbre, vers tes fils. Marco s'effondra totalement. De grands sanglots s'emparèrent de tout son corps, un mélange de deuil pour Chiara, de soulagement pour ses fils et de gratitude immense pour ce miracle impensable. Les triplés, voyant leur père pleurer pour la première fois de leur vie, se regroupèrent autour de lui. Leonardo posa sa petite main sur la joue de Marco, comme il l'avait fait avec Speranza quelques jours plus tôt. Matteo enlaça son père par le cou, et Tommaso murmura le seul réconfort qu'il connaissait. « Ne pleure pas, papa, mamie est là maintenant, c'est maman qui l'a envoyée. » Et à cet instant, Marco comprit que l'amour ne s'arrête pas à la mort. Il trouve simplement d'autres chemins pour nous atteindre. À cet instant précis, observant ses fils parler et rire avec la femme qui avait autrefois guidé leur mère dans les mêmes épreuves, Marco comprit que sa famille était enfin complète. Pendant ce temps, juste de l'autre côté de la propriété, Patrizia Colombo observait par la fenêtre, le visage déformé par l'envie. Son esprit fourmillait déjà de plans pour briser cette famille inattendue. Le conflit ne faisait que commencer. 21 jours s'étaient écoulés depuis que la vérité sur le passé de Speranza avait été révélée. Et les changements remarquables chez les triplés ne montraient aucun signe de ralentissement. Leonardo s'exprimait désormais en phrases complètes et bien construites. Matteo passait ses journées à chanter des comptines du matin au soir. Et Tommaso était devenu un vrai petit bavard, inondant tout le monde de questions sur le monde qui l'entourait. « Mamie, pourquoi le ciel est de cette couleur ?» demanda Tommaso un samedi matin alors qu'il jouait dans le jardin avec ses frères. « Le ciel a été peint ainsi pour que tu aies quelque chose de magnifique à contempler, » répondit Speranza, avec le sourire chaleureux devenu si familier dans cette maison. Marco observait la scène depuis la fenêtre de son bureau, sentant son cœur s'alléger. Il lui paraissait presque impossible de se souvenir de ce qu'était la vie avant l'arrivée de Speranza. La villa s'était transformée en un lieu rempli de bonheur et ses fils étaient devenus des enfants parfaitement normaux, débordant d'énergie et de curiosité naturelle. « Monsieur Marco !» Teresa apparut dans l'embrasure de la porte, visiblement inquiète. « Des visiteurs sont arrivés à l'entrée. Ils disent venir des services sociaux. » Marco sentit un frisson glacé lui parcourir les veines. « Les services sociaux, que peuvent-ils bien vouloir ?» « Je n'ai pas d'informations, monsieur, » répondit Teresa. « Ils insistent pour vous parler immédiatement. » Un poids terrible s'abattit sur la poitrine de Marco. Il se dirigea vers l'entrée principale, où 2 femmes en tenue professionnelle l'attendaient. La plus âgée tenait un classeur rempli de documents officiels. « Bonjour, êtes-vous monsieur Marco Ferretti ?»« C'est exact. »« Je m'appelle Marina Greco, assistante sociale, et voici ma collègue, Francesca Bianchi. Nous avons reçu une plainte anonyme concernant les conditions entourant vos enfants. » « Quelles conditions exactement ? » « Il s'agit d'une personne en situation précaire qui réside ici et s'occupe des mineurs. »
Notre devoir est de vérifier que les enfants vivent dans un environnement sûr. » Marco sentit la colère monter en lui, mais il la contint soigneusement. Il n'avait aucun doute sur l'identité de celui qui avait envoyé ce signalement. « Mes fils s'épanouissent pleinement. Souhaitez-vous les rencontrer personnellement ? » « C'est la procédure habituelle. Où pouvons-nous les trouver ?» Marco les conduisit vers le jardin où Speranza jouait avec les triplés. Les garçons riaient, couraient partout et bavardaient avec enthousiasme. En les observant, il était impossible d'imaginer que quelque chose clochait. « Leonardo, Matteo, Tommaso !» appela Marco. « Venez par ici, s'il vous plaît. » Les trois garçons accoururent vers leur père, impatients de raconter le jeu dans lequel ils étaient plongés. Marina et Francesca parurent visiblement surprises en entendant les enfants parler avec autant de fluidité. « Bonjour, les garçons, » dit Marina chaleureusement. « Est-ce que je peux vous poser quelques questions ?»« Bien sûr, » répondit Leonardo avec entrain. « Êtes-vous heureux de vivre dans cette maison ?»« Très heureux, » répondirent les trois en même temps. « Et qui s'occupe de vous ?»« Papa, Teresa, Sarah et Mamie Speranza », répondit Matteo en les désignant chacun à son tour. « Mamie Speranza, tu peux me dire qui est Mamie Speranza ?» Tommaso courut vers Speranza et lui serra fort la main. « C'est notre mamie spéciale. C'est elle qui nous a aidés à apprendre à parler. » Marina et Francesca échangèrent un regard clairement surpris. Speranza s'approcha avec calme et élégance pour se présenter. « Bonjour, je suis Speranza Maria Conti, éducatrice spécialisée dans le développement de l'enfant. Et vous habitez ici ?» « C'est exact, je vis ici temporairement pour aider les garçons. » « Aider? De quel type d'aide parlez-vous exactement ?»« Une intervention thérapeutique pour le développement du langage. Les triplés ont été diagnostiqués avec un mutisme sélectif sévère. »« Ont été? Que voulez-vous dire par ont été ?» Marco s'approcha pour se joindre à la conversation. « Mes fils n'ont pas prononcé un mot pendant 24 mois consécutifs. Tout a changé dès que Speranza est entrée dans nos vies. » Marina observa les garçons qui jouaient joyeusement et parlaient avec animation. Il n'y avait aucun signe de menace. « Monsieur Marco, serait-il possible d'examiner les qualifications de Madame Speranza ?» Speranza sembla hésiter. Marco perçut son malaise et intervint immédiatement. « Il y a un problème. Le problème, c'est que tous mes documents ont été détruits quand j'ai perdu mon logement. J'ai déjà entamé les démarches pour obtenir des duplicata. » Le visage de Marina devint plus sérieux. « Sans papier valide, je ne peux pas confirmer votre autorisation à vous occuper de mineurs. Pourtant, la preuve de son efficacité est juste devant vous, » répliqua Marco. « Mes fils parlent, jouent, progressent de manière exceptionnelle. » À ce moment précis, Leonardo s'approcha de l'assistante sociale et demanda d'une voix innocente « Pourquoi tout le monde est fâché? Mamie Speranza est une gentille personne. »« Personne n'est fâché, mon cœur, » répondit doucement Marina. « Ce n'est pas vrai, » intervint Matteo. « Vos visages sont très sérieux. Mamie n'a rien fait de mal. » Tommaso se plaça à côté de ses frères et déclara avec détermination « Si Mamie doit partir, on arrêtera de parler à tout le monde, pour toujours. » Ces mots retentirent comme une bombe au milieu du jardin. C'était une preuve indiscutable que Speranza était devenue indispensable au progrès des garçons. Les garçons. Speranza se pencha pour croiser leurs regards. « Ne vous inquiétez pas, ces dames font simplement leur travail. »« Mais tu restes avec nous, hein, mamie ?» supplia Leonardo, les yeux humides. « Toujours, » le rassura Speranza en les serrant tous les trois dans ses bras. « Je vous promets que je ne vous abandonnerai jamais. » Marina et Francesca observaient la scène avec une grande attention. Le lien profond et affectueux entre Speranza et les enfants était évident, tout comme la transformation remarquable qu'ils avaient vécue. « Monsieur Marco, » dit Marina à voix basse, « nous devrions parler en privé. » Ils s'éloignèrent un peu des enfants et Marina aborda directement le sujet. «
La plainte que nous avons reçue affirmait qu'une personne potentiellement dangereuse s'occupait de vos fils. Ce que nous avons vu aujourd'hui raconte une toute autre histoire. Pouvez-vous me dire qui a fait ce signalement ? Demanda Marco. Il a été soumis anonymement, expliqua Marina, mais il mentionnait spécifiquement un danger supposé venant d'une personne non autorisée vivant ici. Marco secoua la tête avec frustration. Speranza a sauvé mes fils. Elle a une formation officielle d'éducatrice, elle avait un lien personnel avec ma défunte épouse et elle a accompli en quelques semaines ce que les spécialistes n'ont pas réussi en 2 ans. Nous comprenons votre point de vue, mais l'absence de documents officiels complique la régularisation de cette situation. À ce moment-là, Speranza s'approcha discrètement. Monsieur Marco, peut-être que partir serait la meilleure chose à faire. Je ne veux causer aucun problème à votre famille. Absolument pas, s'écrièrent les 3 garçons d'une seule voix, en se précipitant pour l'enlacer. Mamie ne peut pas nous quitter, sanglota Leonardo. Elle a promis de rester, insista Matteo. Si Mamie s'en va, on ne dira plus jamais un mot à personne, déclara Tommaso avec une détermination sans faille. Marina fut profondément touchée par la réaction des enfants. Il était évident que Speranza ne représentait aucun danger. Bien au contraire. « Madame Speranza, demanda Marina avec bienveillance, auriez-vous conservé un document quelconque, peut-être un diplôme, un certificat professionnel, n'importe quelle preuve pouvant attester de vos compétences ?» Speranza hésita à nouveau. Presque tout a été détruit dans l'incendie qui a ravagé mon école, mais... Elle s'interrompit, comme si un souvenir important venait de lui revenir. « Speranza, l'encouragea Marco, il y a une chose que j'ai réussi à sauver. Un souvenir que Chiara m'a confié lorsqu'elle était encore enfant. » Speranza retourna dans sa chambre et en revint avec une petite boîte en bois usée par le temps. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des photos et une enveloppe jaunie. Chiara m'a écrit une lettre le jour de sa remise de diplôme pour me remercier de l'aide que je lui avais apportée. Je la garde depuis toujours. Avec beaucoup de soin, elle ouvrit l'enveloppe et en sortit la feuille de papier abîmée par les années. Puis elle en lut le contenu à voix haute. « Chère maîtresse Speranza, en ce jour de ma remise de diplôme, je ressens le besoin de vous dire que chacun de mes accomplissements vous est dû. Si aujourd'hui je suis capable d'exprimer mes pensées avec assurance, de dire ce que je ressens et ce que je rêve, c'est uniquement parce que vous avez cru en moi alors que tout le monde avait perdu espoir. Vous m'avez appris que notre voix est notre plus grande force et je promets d'utiliser la mienne pour aider les autres. Si un jour je deviens mère, mon vœu le plus cher est que mes enfants rencontrent une personne aussi exceptionnelle que vous. Reconnaissante pour toujours, avec toute mon affection, Chiara Medici. » Un profond silence chargé d'émotions s'abattit sur le jardin. Les yeux de Marco brillaient de larmes. Marina et Francesca étaient visiblement bouleversées. Et les triplés regardaient Speranza comme si elle était une messagère venue du ciel. « Maman connaissait Mamie ?» chuchota doucement Leonardo. « Oui, mon trésor. Ta maman a été l'élève de Mamie quand elle était petite. Tout comme toi aujourd'hui. » Tommaso s'approcha de Speranza et murmura « Ça veut dire que c'est maman qui t'a envoyé vers nous ?» La candeur de cette question toucha chacun en plein cœur. « Je le crois sincèrement, mon ange, » répondit Speranza d'une voix chargée d'émotion. « Je suis convaincu que ta maman voulait que vous ayez la même chance qu'elle. » Marina essuya une larme qui coulait. « Monsieur Marco, il est évident que ces enfants sont en sécurité et épanouis. Nous allons classer cette plainte sans suite. »« Je vous remercie du fond du cœur, » souffla Marco soulagé. « Toutefois, » ajouta Marina, « je vous conseille vivement d'aider Madame Speranza à récupérer ses documents officiels dès que possible. D'autres plaintes pourraient surgir. » À ce moment précis, Teresa entra en courant dans le jardin. « Monsieur Marco, venez vite. Madame Patrizia a rassemblé une foule devant la maison. » Tout le groupe se précipita vers l'entrée de la propriété et découvrit un spectacle stupéfiant.
Patrizia Colombo s'était postée sur le trottoir, accompagnée de plus d'une douzaine de voisins. Certains brandissaient des pancartes avec des slogans comme « Protégeons nos enfants » ou « Expulsez l'intruse ». « Que se passe-t-il ici ?» demanda Marina stupéfaite. « Voilà la voisine qui a déposé la plainte », répondit Marco, peinant à contenir sa colère. Les triplés, bouleversés par cette scène, commencèrent à montrer des signes d'inquiétude, mais Speranza les rassura. « Ne leur prêtez pas attention, les garçons. Certaines personnes ne savent simplement pas reconnaître l'amour véritable. » Leonardo observa la foule, puis se tourna vers Speranza. « Mamie, pourquoi ils ne t'aiment pas ? » « Ils ne me détestent pas, mon cœur. Ils ne me connaissent pas. Les gens ont souvent peur de ce qu'ils ne comprennent pas. » Marina évalua la situation et prit une décision. Elle quitta la propriété et s'avança d'un pas ferme vers Patrizia. « Madame, je représente les services sociaux. Nous venons de conclure notre évaluation concernant le bien-être des enfants et aucun souci n'a été identifié. »« Aucun souci ? Comment pouvez-vous dire ça ?» répliqua sèchement Patrizia. « Une personne non autorisée habite dans cette maison. Madame Speranza est une éducatrice spécialisée qualifiée et elle apporte un soutien remarquable à ses enfants. Aucune infraction n'a été constatée ici. »« C'est complètement scandaleux !» s'écria Patrizia. « Ce qui est réellement scandaleux, » répondit Marina avec fermeté, c'est de soumettre de faux signalements pour nuire à une famille manifestement unie et aimante. Les voisins présents commencèrent à se disperser, visiblement embarrassés. Patrizia se retrouva seule sur le trottoir, le visage crispé de mécontentement. Marina retourna vers la maison pour faire ses adieux à la famille. « Monsieur Marco, vos fils ne pourraient pas être entre de meilleures mains. Recevez toutes mes félicitations pour la merveilleuse famille que vous avez construite. » Une fois tous les visiteurs partis, Marco s'installa dans le jardin aux côtés de Speranza et des triplés. « Speranza, je veux que tu comprennes une chose. Tu es bien plus qu'une aide dans cette maison. Tu es devenu un membre de la famille. »« Papa, » intervint Leonardo avec enthousiasme, « est-ce que mamie va rester avec nous pour toujours ?»« Si c'est ce qu'elle souhaite, bien sûr. » Speranza rayonnait malgré les larmes qui coulaient sur ses joues. « Il n'existe aucun autre endroit sur terre où je préférerais être. » Les trois garçons se jetèrent dans ses bras et Marco ressentit au plus profond de lui que c'était exactement la famille que Chiara avait rêvé pour leur fils. Mais quelque part en lui, il savait une chose troublante. Patrizia ne renoncerait pas si facilement. Le prochain plan qu'elle mettrait en œuvre serait bien plus dangereux. 4 semaines s'étaient écoulées depuis la visite des services sociaux et la famille Ferretti avait trouvé une nouvelle harmonie. Les triplés parlaient désormais avec une aisance totale, posaient 1000 questions, inventaient des histoires extraordinaires et remplissaient la villa de rire, capable d'illuminer la journée la plus sombre. « Papa, mamie nous a appris à faire des biscuits aujourd'hui », s'exclama Leonardo en entrant dans le bureau, les mains couvertes de farine. « Ah oui, et comment sont vos créations ?» demanda Marco en mettant de côté ses papiers pour se consacrer à son fils. « Elles sont trop belles. Matteo a fait des cœurs, moi des étoiles, et Tommaso des petits avions. » « Vous êtes vraiment très créatifs, les garçons. Et où sont tes frères ? » « Ils sont encore avec mamie, en train de mettre des vermicelles colorées sur les biscuits. Elle a dit qu'on pourrait en offrir à nos voisins. » L'expression de Marco s'assombrit légèrement. Après les récents événements, il se demandait si les voisins méritaient une telle générosité. « Leonardo, mon garçon, tu sais, tout le monde dans ce quartier ne nous a pas vraiment bien traités dernièrement. »« Mamie nous en a déjà parlé, papa. Elle nous a expliqué que quand les gens nous traitent mal, la meilleure réponse, c'est d'être encore plus gentil avec eux. Un jour, ils finiront par comprendre. » Cette sagesse, venant d'un enfant de 2 ans, guidé par Speranza, impressionna profondément Marco. « Et vous êtes tous d'accord avec ça ?»« Bien sûr, mamie sait tout sur tout. » À cet instant, Teresa apparut dans l'embrasure de la porte, l'air intrigué. «
Monsieur Marco, une dame est là. Elle souhaite voir Madame Speranza. Elle dit avoir fait un long voyage juste pour la rencontrer. Quelqu'un ici pour voir Speranza, vous savez qui c'est? Elle s'est présentée comme Federica. Elle semble très émue. Marco accompagna Teresa jusqu'à l'entrée où il découvrit une femme élégante d'une quarantaine d'années, les yeux pleins de larmes. « Bonjour », dit-elle d'une voix tremblante. « Je suis Federica Marchetti. Je suis venue chercher la professeure Speranza Maria Conti. Je suis Marco Ferretti. Speranza vit actuellement chez nous. Puis-je vous demander la raison de votre visite ?» Federica inspira profondément comme pour rassembler son courage. « La professeure Speranza m'a littéralement sauvé la vie quand j'étais enfant. Lorsqu'une connaissance commune m'a appris où elle se trouvait, j'ai fait tout le voyage depuis Bologne uniquement pour lui exprimer ma gratitude. » De la gratitude pourquoi exactement? À l'âge de 6 ans, je souffrais de graves troubles de l'apprentissage. Toutes les tentatives pour m'apprendre à lire et à écrire avaient échoué. Mes parents étaient désespérés, jusqu'à ce que la professeure Speranza entre dans notre vie. Marco sentit une chaleur lui envahir la poitrine. « Et elle a réussi à vous aider? Elle a fait bien plus que m'aider. Elle m'a appris que je n'étais pas déficiente, juste différente. Aujourd'hui, je suis moi-même enseignante. J'ai fondé une école pour accompagner les enfants qui rencontrent les mêmes difficultés que moi autrefois. Quel parcours extraordinaire! Speranza, accepterais-tu de venir ici, s'il te plaît ?» Speranza sortit du couloir, les triplés accrochés à ses côtés, tous couverts de farine et souriants. Dès que son regard croisa celui de Federica, ses yeux s'emplirent de larmes. « Federica, ma précieuse petite Federica !»« Professeur !» s'écria Federica en courant vers elle pour l'enlacer comme une fille retrouvant sa mère après de longues années. « Je vous ai cherché pendant si longtemps. Ma chère enfant, regarde comme tu as grandi, tu es devenue une femme magnifique. » Les triplés observèrent la scène avec une vive curiosité. Leonardo s'avança et demanda « Toi aussi, tu étais une élève de Mamie Speranza ?»« Oui, mon petit, et elle a transformé toute ma vie. »« Exactement comme elle a transformé la nôtre !» s'exclama Matteo. « Avant, on ne parlait jamais. Maintenant, on parle tout le temps. » Federica regarda Marco, visiblement surprise. « Vos garçons avaient des difficultés de langage ? Ils souffraient de mutisme sélectif sévère, expliqua Marco. Speranza a accompli ce qu'aucun spécialiste n'avait réussi à faire. Cela ne m'étonne pas du tout, répondit Federica avec un sourire doux. La professeure Speranza a un don unique pour révéler le potentiel caché chez les enfants. Tommaso s'approcha doucement de Federica. « Tu veux venir voir nos biscuits? On les a faits pour les partager avec les voisins. » « J'en serais ravi, » répondit Federica avec chaleur. Tout le monde se dirigea vers la cuisine où la table débordait de plateaux de biscuits décorés de couleurs éclatantes. La créativité des garçons était vraiment impressionnante. « C'est un travail magnifique », les félicita Federica. « Vous êtes de véritables petits artistes. »« C'est Mamie qui nous a tout appris », déclara fièrement Leonardo. « Elle sait absolument tout. » Federica se tourna vers Speranza avec un regard rempli de respect. « Professeur, j'ai appris ce qui est arrivé à votre école. J'ai le cœur brisé pour tout ce que vous avez traversé. » Les yeux de Speranza se baissèrent, encore chargés du poids de cette épreuve. « Ce furent des jours très difficiles, ma chère. Et pourtant, regarde où ton chemin t'a mené, dit tendrement Federica. Ces 3 garçons merveilleux avaient besoin exactement du genre d'attention que tu sais leur offrir. »« C'est la vérité pure, » ajouta Marco. « L'arrivée de Speranza ici n'a rien d'un hasard. Elle nous a été envoyée pour sauver mes fils. » À ce moment précis, la sonnette retentit à nouveau. Teresa courut ouvrir et revint avec un air de vive surprise. « Monsieur Marco, 2 autres personnes sont venues pour voir Speranza. Elles disent aussi avoir été ses anciennes élèves. » « D'autres anciens élèves ?» répéta Marco stupéfait. En quelques instants, le salon se remplit de monde. Alessandro Rinaldi fit son entrée, aujourd'hui pédiatre,
qui, enfant, avait surmonté de graves troubles de la motricité grâce à l'accompagnement de Speranza. Puis arriva Elena Moretti, aujourd'hui psychologue pour enfants, qui avait été diagnostiquée dans son enfance avec un trouble sévère de l'attention. « Comment avez-vous su où elle se trouvait ?» demanda Marco, curieux. « Grâce aux réseaux sociaux », expliqua Alessandro. Une connaissance de Federica a partagé un message annonçant qu'elle avait retrouvé la professeure Speranza. Ce message a été relayé des centaines de fois. « Des centaines de partages ?» répéta Marco incrédule. « La professeure Speranza a changé la vie de tant de familles », ajouta Elena. Dès que nous avons appris qu'elle traversait une épreuve, nous avons tous ressenti le besoin de venir lui apporter notre soutien. Speranza semblait profondément touchée, mais aussi quelque peu gênée. « Mes chers enfants, faire un si long voyage n'était pas nécessaire. »« C'était absolument nécessaire », déclara Federica avec conviction. « Toute votre vie a été consacrée à sauver des enfants. Le moment est venu pour nous de prendre soin de vous. » Les triplés étaient fascinés par cette assemblée réunie dans leur maison. Leonardo s'approcha du groupe d'adultes et demanda d'une voix enjouée: « Mamie Speranza est vraiment exceptionnelle, n'est-ce pas ?»« Exceptionnelle au plus haut point », confirma Alessandro en se mettant à sa hauteur. « Elle m'a appris à écrire alors que tous les médecins disaient que c'était impossible. Et elle m'a appris à me concentrer alors que le monde entier me croyait perdu, » ajouta Elena. « C'est incroyable !» s'écria Matteo en applaudissant. « Mamie est une sauveuse d'enfants. » À cet instant, une agitation venue de l'extérieur attira l'attention de tous. Par la fenêtre, ils aperçurent Patrizia Colombo, en pleine dispute avec un homme vêtu élégamment, pointant du doigt à plusieurs reprises la maison des Ferretti. « Qui est-ce » se demanda Federica à voix haute. « Rien d'autre que des ennuis » grogna Marco. Patrizia refuse d'admettre sa défaite. L'homme en costume s'approcha de la villa et sonna à la porte. Lorsque Marco ouvrit, l'homme se présenta comme le docteur Giovanni Caruso, représentant juridique de l'association de quartier. « Monsieur Ferretti, je dois vous parler d'un sujet juridique. »« De quoi s'agit-il » ? Plusieurs plaintes ont été déposées, affirmant que des activités commerciales non autorisées se déroulent sur votre propriété. Des activités commerciales ? Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. Les plaintes indiquent que la femme résidant ici dispense des services éducatifs sans certificat professionnel valide, ni les autorisations nécessaires à l'exercice. Marco sentit la colère monter en lui. Docteur Caruso, Speranza aide simplement mes fils. Elle ne reçoit aucune rémunération. Toutefois, des personnes viennent de villes lointaines pour la rencontrer. Ce type d'activité correspond à une entreprise à but commercial. Federica s'approcha de l'entrée. Docteur Caruso, je m'appelle Federica Marchetti. Je suis enseignante certifiée, inscrite à l'ordre professionnel compétent. Je vous assure que notre présence ici vise uniquement à retrouver notre ancienne professeure et non à bénéficier de prestations. Je suis Alessandro Rinaldi, pédiatre agréé, je confirme la même chose. Et moi, Elena Moretti, psychologue diplômée, je le confirme également. L'assurance du docteur Caruso vacilla en constatant que ses visiteurs n'étaient pas de simples particuliers, mais des professionnels accomplis. Néanmoins, les plaintes indiquent, tenta-t-il de poursuivre, quand Tommaso apparut à la porte, tenant une petite assiette de biscuits. « Monsieur, vous voulez un biscuit ? On les a faits pour les voisins. » Le charme innocent du petit garçon adoucit instantanément le visage de l'avocat. « Quel jeune homme bien élevé !» s'exclama-t-il. « Mamie Speranza nous a appris à être poli avec tout le monde », ajouta Leonardo, rejoignant son frère. « Même avec ceux qui n'ont pas été gentils avec nous. Vos fils s'expriment remarquablement bien pour leur âge », observa le docteur Caruso, visiblement impressionné. « En effet, » répondit Marco avec fierté, « c'est entièrement grâce au dévouement de Speranza. Il y a encore 2 mois, ils étaient incapables de prononcer un mot. »
Elena s'avança. « Docteur Caruso, permettez-moi de vous présenter mes qualifications. En tant que spécialiste du développement de l'enfant, je suis prête à témoigner que le travail de la professeure Speranza avec ses enfants est tout simplement exceptionnel. » Alessandro se présenta à son tour. « Je pratique la pédiatrie depuis 15 ans et je peux vous assurer qu'une évolution aussi rapide et impressionnante est extrêmement rare. » Federica ajouta: « Je dirige une école pour enfants à besoins spécifiques à Bologne et ce serait un honneur pour moi de fournir une attestation officielle en faveur des méthodes de la professeure Speranza. » Le docteur Caruso paraissait de plus en plus mal à l'aise. « Eh bien, il semble que la situation ait été largement mal interprétée. » Matteo s'approcha à son tour, lui tendant un autre biscuit. « Monsieur, vous êtes papa ? » « Oui, j'ai un petit garçon à peu près de ton âge. »« Il parle tout le temps ?»« Oh oui, il ne s'arrête jamais, » répondit l'avocat en riant doucement, un sourire sincère apparaissant enfin sur son visage. « C'est merveilleux. Grand-mère Speranza nous dit toujours que les enfants qui s'expriment librement sont des enfants remplis de joie. » L'observation directe de Matteo toucha immédiatement la conscience de l'avocat. En regardant ces trois garçons éloquents, gracieux et épanouis, il comprit qu'il avait été manipulé pour s'en prendre à une famille parfaitement saine. « Monsieur Ferretti, dit-il avec une honte visible, je vous présente mes excuses les plus sincères pour ce dérangement. Aucune infraction n'a été commise ici. Je vais en informer l'association du quartier. » Après son départ, tout le monde se retrouva dans le salon. Les triplés rayonnaient de bonheur d'avoir reçu des visiteurs aussi distingués chez eux. « Professeur, commença Federica, nous avons une proposition à vous faire. Que diriez-vous de créer un nouvel établissement scolaire ?»« Je ne comprends pas, » répondit Speranza, un peu perdu. « Chacun de nous a trouvé sa voie professionnelle grâce à votre enseignement. Ensemble, nous pourrions réunir nos ressources et fonder une nouvelle école. » « Vous en seriez la directrice pédagogique, » précisa Federica. « Et je suis prêt à mettre une partie de cette villa à disposition pour lancer le projet, » ajouta Marco. « Ce serait une occasion extraordinaire, » répondit Speranza, les larmes aux yeux. « Grand-mère aura à nouveau son école, et nous pourrons l'aider, » s'exclama Leonardo avec joie. « Bien sûr que vous aiderez, » répondit Elena avec un sourire chaleureux. « Vous serez nos assistants d'honneur, tous les trois. » Speranza contempla ceux qu'elle avait autrefois guidés et qui revenaient aujourd'hui lui tendre la main, puis regarda les triplés qui avaient redonné un sens à sa vie. « Comprenez-vous ce que cela signifie ?» dit-elle, submergée par l'émotion. « Cela signifie que nous allons pouvoir transformer la vie de centaines d'enfants, tout comme nous avons transformé la vôtre. »« Comme vous avez été notre guide autrefois, » ajouta Alessandro, « et comme nous avons appris à vos côtés, » conclut Federica. Les trois garçons entourèrent Speranza d'une étreinte serrée, et Marco sut avec certitude qu'ouvrir sa porte à cette femme mystérieuse avait été la meilleure décision de sa vie. Derrière la fenêtre, Patricia observait la scène, bouillonnant de rage en constatant que ses manigances pour détruire cette famille avaient encore échoué. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette fois serait la dernière, car parfois l'amour est plus fort que toute forme de méchanceté. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis les retrouvailles avec les anciens élèves de Speranza. Le nouveau centre d'apprentissage spécialisé fonctionnait désormais pleinement dans l'aile de la villa que Marco avait rénovée à cet effet. 6 enfants, rencontrant des difficultés de développement, y suivaient désormais un enseignement quotidien. Les résultats dépassaient toutes les attentes. Leonardo, Matteo et Tommaso étaient devenus de petits assistants enthousiastes, aidant Speranza à accueillir les nouveaux élèves et montrant, par leur propre exemple, comment ils avaient surmonté leurs difficultés. Voir les triplés, autrefois incapables de parler, encourager d'autres enfants à relever les mêmes défis était profondément émouvant. « Grand-mère, le petit Pietro refuse de parler aujourd'hui », rapporta Leonardo un mardi matin, inquiet pour un garçon de 3 ans inscrit depuis à peine une semaine. « C'est une réaction tout à fait normale, mon chéri », répondit Speranza avec patience.
Te souviens-tu du temps où toi aussi tu gardais le silence? Pietro a simplement besoin de patience et d'affection. Et si je lui montrais mes dessins? Proposa Matteo. Quand je suis triste, dessiner me redonne toujours le sourire. Quelle excellente idée! Approuva Speranza en hochant la tête. Montrons-lui que cet endroit est totalement sûr. Marco observait la scène depuis la fenêtre de son bureau, l'âme remplie de reconnaissance. Sa maison était devenue un havre de guérison et d'espoir pour des enfants aux besoins particuliers, et ses fils apprenaient des leçons de bonté et de compassion qu'ils garderaient toute leur vie. La sonnerie du téléphone interrompit les pensées de Marco. L'appel provenait du docteur Giovanni Caruso, l'avocat représentant l'association du quartier, mais cette fois, sa voix trahissait une tension évidente. « Monsieur Ferretti, je dois vous parler immédiatement. Il s'agit de Madame Speranza. » Le cœur de Marco s'accéléra. De quoi s'agit-il? Je pensais que tout avait été réglé. Une situation inquiétante est apparue. Puis-je venir tout de suite? Bien sûr, docteur Caruso. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je préfère vous l'expliquer en personne. Je peux être là dans un quart d'heure. Marco raccrocha avec un poids dans l'estomac. Il se dirigea vers l'aile de l'école, où Speranza supervisait une séance de dessin avec les enfants. L'atmosphère était si paisible, si remplie de bonheur, qu'imaginer une menace semblait impensable. « Speranza » appela-t-il doucement. « Puis-je te parler un instant ?»« Bien sûr, mon cher », répondit-elle avec un sourire. « Continuez à dessiner vos papillons, les garçons. Je reviens tout de suite. » Ils se déplacèrent dans un endroit plus discret et Marco lui raconta le contenu de l'appel. Le visage de Speranza se décomposa. « Marco, quelque chose me dit que ce ne sera pas une bonne nouvelle. »« Pourquoi dis-tu ça? Nous avons respecté toutes les règles. L'école est enregistrée légalement. Tous les permis sont en règle. »« Cela ne concerne pas l'école, » coupa-t-elle. « Cela concerne mon passé. » Avant que Marco ne puisse poser de questions, la sonnette retentit. Le docteur Caruso venait d'arriver, accompagné d'une autre personne. À ses côtés se tenait une femme sévère d'une 50aine d'années. « Monsieur Ferretti, permettez-moi de vous présenter l'enquêtrice Lucia Damiani, engagée par l'association du quartier pour faire la lumière sur cette affaire. »« Une enquête sur quoi exactement ?» demanda Marco. Lucia sortit un dossier et en retira plusieurs documents. « Monsieur Ferretti, notre enquête a révélé des éléments préoccupants concernant le passé de Madame Speranza Maria Conti. » Speranza s'avança, les jambes tremblantes. « Quels éléments? »« Madame, saviez-vous qu'un mandat d'arrêt est en cours contre vous ?» Pour Marco, le temps sembla suspendu. « Un mandat d'arrêt, que voulez-vous dire ?» Concernant l'incendie qui a détruit votre ancien établissement, l'enquête a conclu à une négligence grave dans l'entretien du système électrique. « C'est impossible !» s'exclama Marco. « Speranza a tout expliqué. C'était un accident. »« Les documents officiels disent le contraire, » répondit Lucia, sans la moindre émotion. De plus, une seconde accusation concerne un détournement de fonds de l'institution. Le visage de Speranza se vida de toute couleur. « Je ne ferai jamais une chose pareille. Madame, vous devez vous rendre immédiatement aux autorités. » À cet instant précis, les triplés arrivèrent en courant depuis l'aile de l'école, sentant instinctivement que quelque chose n'allait pas. « Papa, pourquoi tout le monde a l'air si inquiet ?» demanda Leonardo avec anxiété. « Et pourquoi grand-mère pleure-t-elle ?» observa Matteo, remarquant les larmes sur le visage de Speranza. Tommaso s'approcha et prit doucement la main de Speranza. « Grand-mère, tout va bien ?»« Tout va bien, mon trésor ?» répondit-elle, essayant de sourire malgré ses larmes. « Ces enfants ne devraient pas assister à cette conversation, » déclara fermement Lucia. « Monsieur Ferretti, je vous recommande de séparer ces mineurs de cette personne immédiatement. »« Hors de question !» crièrent les garçons à l'unisson. « Grand-mère n'a rien fait de mal, » affirma Leonardo avec force. « Elle est formidable, elle s'est occupée de nous avec amour, » insista Matteo. « Si vous l'emmenez, nous... »
tenta Tommaso, mais ses mots s'évanouirent dans un bégaiement, submergé par l'émotion. Marco ressentit une douleur aiguë dans la poitrine. La scène qui se déroulait devant lui était claire. Le traumatisme émotionnel était en train de détruire tous les progrès accomplis. Tommaso cessa complètement de parler, communiquant uniquement par gestes. Matteo répétait « Non, non, non », comme si ce mot était le seul qui lui restait. Leonardo s'accrocha à Speranza en silence, exactement comme avant. « Regardez ce qu'il se passe avec ces enfants », observa le docteur Giovanni, visiblement troublé. « Ils sont en train de régresser. » « Parce que vous leur infligez une souffrance psychologique, » répondit Marco les dents serrées. « Speranza n'est pas une criminelle, c'est elle qui a sauvé mes fils. »« Monsieur Ferretti, » dit Lucia sans chaleur, « ces documents sont officiels. Cette femme est recherchée par la justice. » Speranza s'agenouilla devant les garçons, sa voix douce et pleine d'amour. « Les garçons, écoutez bien, grand-mère, maintenant. Vous êtes courageux, vous vous souvenez ? Vous avez retrouvé vos voix parce que la force est en vous. Ne laissez jamais la peur vous faire taire à nouveau. » Leonardo plongea son regard dans celui de Speranza et murmura doucement « Grand-mère, tu ne vas pas nous abandonner, n'est-ce pas ?»« Je ne peux pas te le dire avec certitude, mon trésor, » répondit Speranza avec tendresse. « Mais ceci, je te le promets, quoi qu'il arrive, vous continuerez à parler. Vous resterez les garçons courageux que vous êtes devenus. » À cet instant précis, une file de véhicules arriva devant la propriété. Federica, Alessandro, Elena, ainsi qu'une douzaine d'anciens élèves de Speranza sortirent rapidement. Ils s'étaient précipités après avoir appris la situation sur les réseaux sociaux. « Professeur !» cria Federica en courant hors de sa voiture. « Nous avons entendu parler de tout ça. Nous avons réuni des documents, » déclara Alessandro en brandissant un épais dossier. « Et aussi une représentation légale », ajouta Elena en désignant 3 hommes en costume descendant d'un autre véhicule. Le docteur Massimo De Luca, spécialiste en droit pénal engagé par les anciens élèves, s'avança avec autorité vers le groupe. « Montrez-moi les accusations portées contre ma cliente. » Lucia remit les documents à contre-cœur. Le docteur Massimo les examina rapidement, puis secoua lentement la tête. « Ces documents sont falsifiés. »« Falsifiés ? Que voulez-vous dire ?» demanda le docteur Giovanni, abasourdi. « Les numéros de référence ne correspondent à aucune entrée du registre judiciaire. Les signatures sont manifestement contrefaites. Et surtout, aucun mandat d'arrêt n'a jamais été émis contre Speranza Maria Conti. C'est impossible. Docteur Caruso, vous avez été sciemment trompé par des faux documents. Mon équipe juridique a déjà vérifié les faits. L'enquête sur l'incendie de l'école a conclu qu'il s'agissait d'un accident, sans aucune responsabilité pénale retenue. » Marco ressentit un mélange de soulagement et de colère. Qui pourrait être à l'origine d'un acte aussi ignoble ? C'est alors que Teresa accourut depuis la maison principale. « Monsieur Marco, Madame Patricia s'est enfuie. Je l'ai vue partir à toute vitesse dans sa voiture. » Tout s'éclaira d'un seul coup. Patricia avait fabriqué ces faux documents pour éloigner Speranza de la famille. Mais son plan malveillant avait été dévoilé. « Les enfants !» murmura Speranza en se tournant vers les triplés, toujours visiblement bouleversés. Leonardo serrait fort ses frères contre lui. Tous 3 étaient retombés dans le silence, comme revenus à leur état d'autrefois. Speranza s'agenouilla à leur niveau. « Grand-mère ne partira pas, » leur dit-elle doucement. « Tout ce qui s'est passé repose sur les mensonges cruels d'une mauvaise personne. Vos voix sont toujours là. Vous êtes en sécurité. » Mais les garçons restèrent muets, encore profondément secoués. Puis Tommaso, le plus sensible des 3, leva les yeux vers Speranza et murmura d'une voix à peine audible « Promets-moi que tu ne partiras plus jamais. »« Tu as ma parole, mon trésor. Je te jure que je resterai à vos côtés pour toujours. » Leonardo et Matteo reprirent à l'unisson. « Pour toujours ? Pour toujours. » Les 3 garçons se blottirent dans ses bras et peu à peu, les mots revinrent. D'abord des chuchotements, puis des phrases complètes, jusqu'à ce qu'ils se remettent à parler avec enthousiasme.
Le docteur Giovanni, resté à proximité, avait le visage rouge de honte. « Monsieur Ferretti, au nom de l'association du quartier, je vous présente nos excuses les plus sincères. Nous avons été totalement dupés. Des poursuites seront engagées contre la personne à l'origine de ces faux documents. » Le docteur Massimo acquiesça fermement. Marco regarda Speranza, entouré des triplés et des anciens élèves venus la défendre, et comprit que c'était là leur épreuve ultime. Patrizia avait voulu détruire leur famille par la tromperie, mais une fois encore, l'amour avait triomphé. « Speranza !» déclara Marco avec une profonde émotion. « À partir de ce jour, tu fais officiellement et pour toujours partie de la famille Ferretti. » Les triplés explosèrent de joie, et l'épreuve qui avait failli briser leur famille n'avait fait que renforcer leurs liens. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'affaire des faux documents, et la vie dans le quartier avait été totalement transformée. Patrizia Colombo faisait désormais l'objet de poursuites pénales pour falsification de documents et diffamation. Elle n'avait eu d'autre choix que de quitter le quartier. Sa maison fut rachetée par un jeune couple tombé amoureux du projet de l'école Speranza et devenu l'un de ses bienfaiteurs les plus engagés. L'établissement accueillait désormais 20 enfants ayant des besoins spécifiques et plus d'une centaine de familles attendaient une place. D'anciens élèves de Speranza, venus des 4 coins de l'Italie, s'étaient unis pour créer un réseau national de centres éducatifs spécialisés, chacun fondé sur les méthodes innovantes qu'elle avait perfectionnées tout au long de sa carrière. « Papa, papa, tu dois venir voir !» appela Leonardo en courant à travers le jardin par un magnifique samedi matin. Marco sortit de son bureau et trouva ses 3 fils rassemblés dans l'aile de l'école, autour d'un petit garçon d'environ 4 ans qui pleurait en silence dans un coin. « Que se passe-t-il » demanda-t-il doucement. « Il s'appelle Luca » expliqua Tommaso avec sérieux. « Aujourd'hui, c'est son tout premier jour et il a peur. Il ne veut parler à personne. » « Il nous rappelle nous-mêmes avant, » observa Matteo. « Tu te souviens, papa, on devenait complètement silencieux quand on avait peur. » Marco fut profondément touché de voir combien ses fils avaient grandi, non seulement en surmontant leurs propres obstacles, mais aussi en utilisant désormais leur vécu pour réconforter les autres. Ils devenaient de petits exemples de compassion. « Quelle approche allez-vous adopter pour l'aider » demanda-t-il. « Nous allons lui montrer que cet endroit n'est pas dangereux », déclara Leonardo avec conviction. « Grand-mère Speranza nous a toujours appris qu'on aide avec douceur, jamais avec force. » Les 3 garçons s'approchèrent de Luca avec des gestes lents, sans précipitation. Leonardo s'assit près de lui et se mit à dessiner en silence. Matteo prit un livre illustré et le feuilleta calmement. Tommaso resta simplement à côté, offrant sa présence sans rien exiger. Peu à peu, Luca cessa de pleurer et se mit à observer ce que faisaient les garçons. Presque sans s'en rendre compte, il se rapprocha légèrement pour mieux voir le dessin de Leonardo. « Tu veux dessiner aussi ?» demanda doucement Leonardo en lui tendant un crayon. Luca hésita un instant, puis accepta. En quelques minutes à peine, il dessinait aux côtés des 3 frères, comme s'ils avaient toujours été amis. « Regardez-moi ça » dit Speranza en entrant dans la pièce, les yeux brillants de fierté. « Mes petits assistants font mon travail !»« On a été formé par la meilleure éducatrice au monde » déclara Tommaso en l'enlaçant. À ce moment-là, un couple élégant entra dans la pièce, les parents de Luca, le docteur Andrea et la docteure Giulia Esposito, qui avaient amené leur fils pour une évaluation après des mois d'échecs ailleurs. « Comment est-ce possible qu'il dessine ?» demanda la docteure Giulia, stupéfaite. « Il n'interagit jamais avec d'autres enfants. Jamais. » « La clé réside dans la méthode », expliqua calmement Speranza. « Les enfants guérissent en suivant l'exemple de ceux qui ont affronté les mêmes épreuves. Et nos fils en sont la preuve vivante, ajouta Marco avec une fierté évidente. Il y a 1 an, ils étaient exactement dans le même état que Luca. Le docteur Andrea regardait son fils interagir naturellement avec les triplés, émerveillé. En 1 quart d'heure à peine, vous avez accompli plus que des mois de thérapie traditionnelle.
C'est parce qu'ici, il ne se sent pas différent, dit Leonardo, avec la sagesse sereine d'un petit garçon de 2 ans et demi. Tous ceux qui viennent ici étaient comme lui, avant. La simplicité et la profondeur de cette phrase frappèrent les parents de Luca en plein cœur. L'adresse Giulia fondit en larmes, bouleversée par l'émotion. « Puis-je l'inscrire tout de suite ?» demanda-t-elle. « Absolument !» répondit Speranza avec un sourire chaleureux. « Mais vous devez comprendre une chose, nous ne faisons pas de miracles ici, nous offrons de l'amour. Et l'amour prend le temps qu'il faut pour guérir. Combien de temps a-t-il fallu avant que vos fils commencent à aller mieux ?» demanda le docteur Andrea à Marco. Techniquement parlant, quelques semaines, mais en vérité, le processus de guérison a commencé dès l'instant où leurs yeux ont croisé l'espoir. À ce moment précis, Luca s'avança vers Speranza et murmura presque imperceptiblement « Merci ». C'étaient les premiers mots qu'il prononçait dans ce lieu. Ses parents fondirent en larmes. « Luca !» s'écria la doctoresse Giulia. « Tu as parlé ?»« Oui », confirma Luca d'une voix plus assurée. « Est-ce que j'ai le droit de revenir demain ?»« Chaque jour, si tu le souhaites », répondit Speranza en lui caressant tendrement les cheveux. Leonardo, Matteo et Tommaso échangèrent un regard complice et sourirent. Ils savaient qu'ils venaient d'être témoins d'une nouvelle transformation extraordinaire. « Papa !» cria Tommaso en courant vers Marco. « Je comprends enfin pourquoi maman a envoyé grand-mère Speranza pour nous retrouver. »« Qu'est-ce que tu veux dire, mon petit ?»« Parce que maman savait qu'une fois guérie, on aiderait d'autres enfants, nous aussi. Exactement comme grand-mère Speranza l'a aidée quand elle était jeune. » La profondeur de la révélation de Tommaso bouleversa tout le monde. Marco se baissa à la hauteur de son fils et le serra fort dans ses bras. « Tu as tout compris, mon garçon. Ta maman a vraiment tout orchestré, n'est-ce pas ?»« C'est sûr, » répondirent les 3 garçons ensemble. « Et maintenant, on est une famille qui guérit les autres. » Speranza éclata de rire malgré les larmes qui coulèrent sur ses joues. « Une famille qui guérit. Quelle belle façon de nous décrire. » Le docteur Andrea s'approcha de Marco. « Monsieur Ferretti, ce que vous avez créé ici est véritablement révolutionnaire. J'aimerais savoir si vous seriez prêt à envisager une expansion de ce projet. » « Que voulez-vous dire exactement ? » « Je représente une organisation internationale qui soutient des initiatives éducatives innovantes. Notre objectif est de reproduire le modèle de l'école Speranza dans plusieurs pays à travers le monde. »« À travers le monde ?» souffla Speranza stupéfaite. « Exactement. Nous avons déjà conclu des partenariats aux États-Unis, en France et au Japon, tous impatients d'adopter ce programme. » Marco tourna son regard vers Speranza, resté figé, encore incapable de saisir toute l'ampleur de ce qui venait de lui être proposé. « Qu'en penses-tu, Speranza ?» demanda-t-il doucement. « Je crois que Chiara doit nous regarder depuis le paradis avec un immense sourire, » répondit-elle émue. « Et nous voulons participer, » annonça Leonardo. « Nous montrerons aux enfants du monde entier comment retrouver leur voie. » « Et comment découvrir la joie, » ajouta Matteo. « Et comment vaincre leur peur, » conclut Tommaso. Cet après-midi-là, alors que le soleil doré baignait la villa devenue un refuge d'espérance, Marco observait ses fils jouer dans le jardin avec Luca et les autres enfants de l'école. Chacun riait, chacun parlait, chacun avait été restauré par la puissance miraculeuse d'un amour sans limite. Speranza vint se tenir à ses côtés, tenant dans ses mains une vieille photographie. C'était le même portrait de Chiara enfant, celui qu'elle lui avait montré des mois plus tôt. « Marco, puis-je te confier un secret ? Je t'écoute. » Le jour où j'ai rencontré Chiara pour la première fois, elle se tenait exactement à l'endroit où j'ai vu pour la première fois tes fils, sous cet arbre, en regardant par cette même fenêtre. Tu veux dire que... Je veux dire que certaines histoires tournent en cercle, expliqua Speranza. Chiara m'a guidé vers tes garçons pour que je puisse achever un voyage commencé 20 ans plus tôt. Marco regarda ses fils et comprit.
Rien de tout cela n'avait été un hasard. C'était le destin depuis le début, c'était l'amour, tissant silencieusement son propre miracle. « Et maintenant, qu'allons-nous faire » murmura-t-il. « Maintenant, » répondit Speranza, « nous lançons de nouveaux cercles à chaque enfant que nous accompagnons, à chaque famille que nous réunissons, à chaque voix que nous libérons. » À cet instant, les triplés accoururent, en sueur et tout sourire, après un après-midi de pur bonheur. « Papa, grand-mère !» s'écria Leonardo avec enthousiasme. « Luca a dit qu'il voulait devenir notre frère de cœur. »« Et on a déjà dit oui », ajouta Matteo, « parce qu'une famille, ce n'est pas seulement ceux avec qui on est, » dit lentement Tommaso, « c'est ceux qu'on aime le plus. » Marco et Speranza échangèrent un regard rempli de sens, réalisant que ce petit garçon venait d'exprimer à la perfection l'essence même de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Une famille choisie, une famille guérie, une famille désormais dédiée à la guérison des autres. Marco leva les yeux vers le ciel du soir, où les premières étoiles commençaient à briller. « Merci, Chiara, murmura-t-il, pour tout. »